Voilà. Alors, c'est ça, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacob Rapkin, qui est assez connu au Québec. Il apparaît souvent sur les médias, puis il représente une opinion toujours un petit peu décalée par rapport à la doxa générale. Et donc, il a écrit de nombreux ouvrages, en particulier sur l'État d'Israël et les difficultés que cet État peut représenter. Alors, il va nous parler aujourd'hui de la terre d'Israël, entre ciel et terre. Bonjour, à part de parler dans les médias, j'enseigne à l'Université de Montréal. Non, je vais parler en bougeant. Plutôt, je vais peut-être enchaîner par rapport à ce qui était dit ce matin. Et je crois que c'est Salvatore qui a parlé de l'héritage russe, justement, de Dostoïevski. Oui. Étant donné que hier matin, j'étais encore à Saint-Pétersbourg, donc ça me fait aussi un plaisir de faire cet enchaînement, parce que le terrorisme politique qui a commencé en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle a eu toute une histoire parce que les voies d'expression politique étaient bloquées à l'intérieur de l'Empire russe. Et il ne faut pas oublier que la grande majorité des premiers colons sionistes qui sont arrivés en Palestine venaient de l'Empire russe. Ils venaient précisément de cercles laïcisés qui n'étaient plus juifs pratiquants et qui étaient très proches de cercles révolutionnaires russes. C'était largement des socialistes, de gauche, etc. Et donc, il n'est pas étonnant que le premier meurtre politique en Palestine a eu lieu en 1924. C'est la milice sioniste Haganah qui abat un intellectuel juif et activiste anti-sioniste, Yaakov Dahan, d'origine néerlandaise. Et donc on voit comment se fait ce transfert de la tradition russe vers la Palestine et plus tard vers Israël. Et je vais baser ma présentation aujourd'hui sur mon dernier livre qui s'appelle « Comprendre l'État d'Israël », parce que ici il y a tout un chapitre sur la terre d'Israël dans la tradition juive. Mais il faut comprendre justement cette dimension russe dans l'histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Et je veux juste vous dire que tous les premiers ministres d'Israël sont soit nés en Empire russe ou leurs parents sont nés en Empire russe. Il n'y a pas d'exception jusqu'à maintenant. Ah bon. Il n'y a pas eu d'exception. Peut-être il y en aura, mais ça ne paraît pas. Donc Lieberman semble bien sur le chemin. Bon, tout cela c'est tout juste comme introduction. Maintenant je vais parler un peu de ce qui est la terre dans la tradition juive et ce qui est la terre dans l'idéologie sioniste et la pratique sioniste et israélienne. Je vais essayer d'être discipliné. On a commencé donc à 2h10 et je vais essayer de terminer à 2h40. D'accord. Effectivement, dans la tradition juive, la terre d'Israël occupe une place très importante. Si vous regardez le rituel juif, étant moi-même juif pratiquant, on mentionne la terre d'Israël, le retour en terre d'Israël, plusieurs fois par jour. Que ce soit les 3 prières quotidiennes, que ce soit les grâces après le repas,
il y a toujours une mention du retour en terre d'Israël. Mais ce retour est largement vu comme l'accomplissement du projet messianique, l'accomplissement qui va donc établir une paix globale sur terre et qui, entre autres choses, avec le consentement de tous, va retourner les Juifs en Terre Sainte. Et je vais citer une source d'un collègue israélien, Shlomo Avineri, qui a écrit par ailleurs une histoire intellectuelle du sionisme, qui est aujourd'hui professeur émérite à l'université hébraïque, ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères en Israël. Et donc voilà ce qu'il dit, je le cite. En dépit de son intensité émotive, culturelle et religieuse, le lien avec la Palestine ne modifie en rien la vie quotidienne des Juifs de la diaspora. Ils pouvaient bien prier 3 fois par jour pour une rédemption qui, modifiant l'ordre du monde, les transporterait à Jérusalem, mais ils ne s'y rendaient pas. Ils pouvaient bien chaque année, au 9e jour du mois d'Av, pleurer la destruction du temple et laisser une brique nue au-dessus de linteau de leur porte en souvenir constant de Sion désolé. Mais ils n'y partaient pas. Et cela, il faut voir justement comme le reflet de l'importance de l'exil dans le judaïsme rabbinique. Je dis judaïsme rabbinique, c'est le seul qu'on connaît, parce que le judaïsme, le monothéisme biblique, c'est autre chose, mais après la destruction du temple, donc du 1er siècle, ce que nous voyons, c'est une référence constante à l'exil, qui par ailleurs a des racines bibliques. Je n'ai pas à vous dire, disons, je ne veux pas citer le Pentateuque, qui dit à plusieurs reprises Dieu promet la terre, mais c'est une promesse conditionnelle. Si vous vous comportez bien, bon, tout ira bien, mais sinon, je vais vous exiler de cette terre. Et donc, il y a 2 exils, l'exil babylonien et puis l'exil du 1er siècle, qui constituent des éléments majeurs du judaïsme rabbinique. Et l'exil est vu non seulement, et non tellement peut-être, dans son sens géographique, comme dans son sens théologique, ou spirituel plutôt. L'exil, c'est un état d'absence de rapport avec Dieu. C'est un rapport qui n'est pas complet, c'est un rapport qui est distant. Et donc il y a ce sentiment de, je ne sais pas si le mot existe, incomplétude, donc manque d'être complet. On n'est pas complet. Et ce sentiment, c'est ce qui caractérise l'exil. En plus, dans le Talmud, ça veut dire un texte qui était rédigé au 4e, 5e siècle, dans le Talmud, on voit 3 serments. 3 serments que, selon le récit talmudique, étaient imposés sur les Juifs qui étaient exilés donc, après la destruction du Temple. Et ces 3 serments sont résumés par en fait l'interdiction de rentrer en terre d'Israël en masse et surtout d'interdiction d'utiliser la force pour cela. Donc il y a une attitude qui peut paraître aujourd'hui archaïque, mais c'est ce qui caractérise en fait la tradition juive et le rapport avec la terre. Et donc, avec
cette introduction, vous pouvez vous poser la question, mais en ce cas-là, d'où vient le mouvement sioniste? Parce que ce que je viens de vous décrire ne prépare pas le terrain pour l'entreprise sioniste, pour l'établissement d'un État sioniste, etc. Mais effectivement, pour comprendre cela, il faut voir l'histoire de la pensée sioniste. Et Shlomo Avineri, que j'ai déjà cité, a écrit un livre là-dessus. Il mentionne, entre autres choses, mais très brièvement, le fait que le projet sioniste était fortement opposé par les Juifs. Alors, qui est à l'origine de ce projet? En fait, il faut chercher les origines du sionisme, même avant l'apparition du mot sionisme, bien sûr, parce que le mot apparaît dans les années 90 du 19e siècle, donc c'est assez récent. Donc il faut chercher dans la pensée qui est animée par la lecture littérale de la Bible, ce qui n'est pas la tradition juive, parce que la lecture juive du Pentateuque ou de tous les textes de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est une lecture basée sur la tradition et non pas sur l'interprétation littérale. Et ceux pour qui le texte biblique est vraiment important dans son sens littéral, et ceux qui ont traduit la Bible dans les langues vernaculaires, ce sont les protestants. Et nous voyons au XVIIe siècle apparaître en Angleterre le premier ouvrage qui parle de « In gathering the Hebrews », qu'il faut ramasser les Hébreux pour accélérer le second avènement du Christ. Donc ce n'est pas un projet qui se focalise sur les Juifs, mais les Juifs servent d'instrument. Et nous voyons, même si ce livre était tout de suite interdit par Jacques Ier comme séditieux au XVIIe siècle, mais il a connu une très bonne continuation aux États-Unis, parmi les puritains d'abord, et surtout ça revient en Angleterre au XIXe siècle, combine avec les intérêts géopolitiques de la Grande-Bretagne, et en 1837, il y a un appel aux monarques chrétiens de l'Europe qui est signé par Lord Shaftesbury, donc quelqu'un qui a des postes importants dans le gouvernement britannique, et dans lequel il appelle les rois de l'Europe de collaborer dans le projet de réunir les Juifs en Terre Sainte. Plusieurs intellectuels de renom, même au XVIIIe, Joseph Priestley entre autres, appartient à ce groupe qui veut réunir les Juifs en Terre Sainte. Et effectivement, on sait qu'on a fait même des contacts avec le rabbin à Londres, son nom est Lévy, au milieu du 19e, à qui on propose, écoutez, vous voulez collaborer avec notre projet de réunir les Juifs, à quoi il répond par des citations des prophètes, nous sommes dans cette terre, on va travailler pour le bien-être de ce pays, et on va attendre le Messie. Donc les Juifs ne sont pas du tout intéressés. Il faut attendre donc toute fin du 19e siècle pour voir le sionisme juif apparaître, qui justement aussi est attribué à l'influence de ces groupes protestants, parce qu'il y a l'aumônier de l'ambassade britannique à Vienne qui a une grande influence sur un intellectuel journaliste d'origine juive autrichien, Theodor Herzl. Donc cet aumônier exerce une importante influence sur Herzl,
Et en fait, Herzl devient le premier leader, le fondateur du mouvement politique. Mouvement politique qui est différent donc de la tradition juive. Et ceci n'est pas étonnant, parce que Herzl vient de cercles entièrement déjudaïsés. Il ne connaît pas la tradition juive. Il est vraiment ce qu'on appelle assimilé, mais il est très préoccupé par le fait qu'en tant que juif, lui, il se sent discriminé, il se sent mal à l'aise. Et ce sentiment de non-acceptation par l'ambiance, par la société ambiante, est partagé par plusieurs intellectuels, eux aussi sortis des cercles très assimilés. Donc ce sont des gens qui veulent s'assimiler, mais qui n'arrivent pas à sentir entièrement acceptés. Bon, vous êtes ici psychanalyste, vous savez, ce sentiment d'être complètement accepté, c'est une illusion, mais en tout cas, cette illusion a eu beaucoup de conséquences politiques. Herzl, sa première idée de résoudre le problème juif, de Judenfrage en Autriche, était de faire convertir tous les juifs de Vienne au catholicisme. Cette première idée ne réussit pas. Sa deuxième idée, donc le plan B, c'est de créer ce mouvement politique qu'on appelle le sionisme. Donc il faut comprendre que les origines sont largement protestantes et que les figures importantes de leadership juif du mouvement sioniste sont des juifs largement assimilés, déjudaïsés, en fait, qui cherchent une assimilation. Mais à la place de l'assimilation individuelle, ils veulent l'assimilation collective. Et donc ça, c'est un aspect important de l'histoire du sionisme. Et je vais citer un autre collègue de l'université Beersheva, donc en Israël, Amnon Raz-Krakotskin, qui met en relief d'une façon aussi précise que concise le paradoxe de la position des fondateurs du sionisme. Il dit leur prétention était simple. Dieu n'existe pas et il nous a promis la terre. Vous avez bien entendu. C'est ça. Parce que ce sont les gens essentiellement laïcs, et plus que laïcs, ils sont athées. Pour Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, le judaïsme rabbinique est un malheur qui arrive aux Juifs. Il, en plusieurs reprises, il écrit contre le judaïsme rabbinique. En fait, il veut créer le nouvel hébreu qui va être laïque, musclé, intrépide, bon, un peu à l'image des nationalismes européens du XIXe siècle. En fait, c'est là où il faut chercher les images, et si vous voulez, même mettant sur Google, si vous n'avez pas envie de lire le livre, mettez sur Google Zionist posters, vous verrez quel genre d'affiches on a dans les années 30, ces gens musclés, forts. C'est le contraire du juif traditionnel, qui lui est attaché au livre, qui est intellectuel, qui n'est pas productif, qui surtout n'est pas physique. Donc là aussi, vous voyez, je fais une parenthèse parce qu'on ne peut pas parler de tout. Les fondateurs du sionisme partagent ce dédain pour le juif de diaspora. Partagent avec qui? Avec les antisémites. Et en fait, Herzl écrit dans son journal, les antisémites seront nos meilleurs amis et alliés. Parce qu'effectivement, ils veulent transformer le juif en quelque chose de différent. Et ils partagent aussi un point très important, les juifs n'appartiennent pas à ce pays. Que ce soit l'Allemagne, la France, peu importe. Les juifs doivent être ailleurs, doivent avoir leur propre pays. Donc,
on comprend aussi pourquoi le sionisme provoque un rejet de la grande majorité des Juifs au tournant du XXe siècle. Mon livre précédent traite précisément de ce point qui s'appelle « Au nom de la Torah, une histoire de l'opposition juive au sionisme ». Et là, j'analyse en détail tout cela, et pour nos amis italiens, il est même traduit en italien. Donc, una minaccia interna. Alors là, on voit que le projet, en fait, s'appuie sur une tradition qui est plutôt protestante, et c'est important, parce que c'est la Grande-Bretagne qui obtient le mandat sur la Palestine, et plusieurs commissions d'enquête vont se suivre dans les années 30 pour déterminer le sort de la Palestine. Et lorsqu'on demande Ben Gurion, que je répète, était athée, et on lui demande, mais quel est votre mandat? Pourquoi vous prétendez sur cette terre? Il pointe la Bible. Parce qu'il sait avec qui il parle. Même si pour lui... Mais il faut comprendre que, et là c'est vraiment le thème de notre colloque ici, c'est la transformation de la Bible, de textes sacrés, en histoire politique et aussi en argument politique. Donc ce qu'on voit dans le développement du sionisme, c'est un glissement vers l'utilisation de la Bible comme argument politique. Et ce que je dis au début, que les Juifs mentionnent la terre d'Israël plusieurs fois par jour, etc., est aussi utilisé comme argument politique pour justement renforcer disons, souligner l'appartenance de la terre aux Juifs. Il est important également de comprendre que la tradition juive est très prudente par rapport au messianisme. Dans l'autre livre que je mentionnais, j'ai tout un chapitre qui s'appelle, si je me souviens bien, un messianisme prudent, ou une prudence messianique, quelque chose du genre. Parce qu'effectivement, dans le Talmud, on dit, oui, il faut prier pour l'arrivée du Messie, mais il ne faut pas prier trop fort. Il va arriver quand il va arriver. Donc il y a cette ambiguïté par rapport à l'arrivée du Messie. Et nous voyons que ce que caractérise les Juifs, et ça c'est très important, ce n'est pas l'appartenance à la terre et ce n'est pas la langue commune. Ce qui caractérise les Juifs comme groupe, c'est quelque chose de différent. Parce que, je vais arriver tout à l'heure, ce que les sionistes ont comme objectif, c'est de créer, de transformer l'identité confessionnelle transnationale en une identité nationale à l'européenne. En fait, c'est ça l'idée. Trouver une langue commune pour cette nouvelle nation, basée sur le lexique hébraïque, biblique et rabbinique, et la syntaxe des langues indo-européennes que parlent les fondateurs, qui est le russe, le yiddish. Et donc, à tel point, c'est un mélange de deux traditions linguistiques. Troisième objectif du mouvement sioniste, c'est de faire bouger ces juifs, faire transposer ces juifs dans un autre pays, donc la Palestine en l'occurrence, même si Herzl pensait à l'Ouganda à un moment donné, mais c'est la Palestine, et finalement assurer le contrôle politique et militaire de cette implantation. Donc, quand je parle de ces 4 objectifs, vous voyez bien que ce sont des objectifs très ambitieux.
beaucoup plus ambitieux que le nationalisme européen. Donc, pour les Italiens au XIXe siècle, il fallait juste réunir l'Italie, adopter le fiérantin comme la langue nationale et puis, plus ou moins, bâtir un pays. Pour les sionistes, l'objectif était beaucoup plus ambitieux. Donc c'est transformer l'identité, créer une langue, transposer les juifs et assurer le contrôle politique. Donc il faut voir ça comme quelque chose qui est vraiment différent de l'identité juive traditionnelle. Et là, je vais citer un autre Israélien parce qu'en fait, j'ai écrit ces deux livres largement pendant les années sabbatiques en Israël, donc c'est ce qui explique par ailleurs mon ouverture par rapport au texte et qui choque parfois mes coreligionnaires ici. Donc voilà ce que disait un grand intellectuel israélien, Yeshayahu Leibovitch, qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Il répond à la question, qu'est-ce que fait des Juifs un peuple? Je cite, le peuple juif historique ne fut défini ni comme une race, ni comme un peuple de tel et tel pays, ou de tel cadre politique, ni même comme le peuple qui parlerait telle langue, mais comme celui du judaïsme de la Torah et de ses commandements. La phrase prononcée par le célèbre philosophe et rabbin arabe Saadia Gaon au Xe siècle, il y a plus de 1000 ans, notre nation n'en est pas une que dans la Torah, n'avait pas un sens normatif, mais empirique. Donc ce qu'il dit, que c'est une communauté liée par certaines pratiques religieuses. Étant donné que Saadia Gaon écrivait en arabe, et elle a utilisé le mot qui existe en arabe, c'est Ummah. Ummah, c'est la congrégation, si vous voulez, l'ensemble des croyants. Même si la question de croyance est beaucoup moins importante dans le judaïsme que dans la tradition chrétienne. Je vais également dire quelques mots sur, un peu en réagissant à ce que nous avons entendu ce matin, que le judaïsme rabbinique et l'islam sont probablement les deux religions les plus proches l'une de l'autre. Même si, chronologiquement, il y a le christianisme qui est au milieu. Et ceci n'est pas mon estimation, c'est également, par exemple, Jacob Neusner, qui est un grand intellectuel américain, auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme, et un ouvrage sur le judaïsme et l'islam, elle dit, probablement, il n'y a pas deux religions aussi proches l'une de l'autre. Pourquoi je souligne ce point? Parce que dans ces deux religions, l'accent est largement mis sur la pratique, beaucoup plus que sur la croyance. Les deux partagent certaines pratiques diététiques, alimentaires, certains jeûnes. En fait, il y a beaucoup de ressemblances, même au niveau terminologique, en fait. Je le dis parce que quand nous regardons, et ce que nous faisons aujourd'hui, la désacralisation de textes sacrés pour créer des mouvements politiques ou des mouvements terroristes. Terroriste, c'est quelqu'un qui n'a pas d'avion, donc c'est ça la différence. C'est une très bonne définition. Non, mais... Je n'y avais jamais pensé. Non, mais si on a le F-16, on n'a pas besoin de faire sauter le Bataclan. Donc il faut comprendre que la pratique, l'accent mis sur ce qu'on fait est très important. Et donc, dans les deux cas, il y a des mouvements politisés. Donc, dans le cas de l'islam, on a entendu aujourd'hui beaucoup, mais aussi dans les 2 minutes qui me restent, je veux juste mentionner
disons, excroissance du mouvement sioniste, qui était laïque essentiellement et athée, mais une excroissance qui est religieuse. Et c'est ce qu'on appelle le national-judaïsme, le dati, le homi. Le national-judaïsme qui en fait prend ses origines au début du XXe siècle, mais qui est un mouvement très apolitique, je dirais, qui voulait s'occuper surtout du bien-être de juifs pratiquants en Terre Sainte, c'est ce qui les intéressait. À partir de la guerre de 6 jours, donc à partir de 1967, prend des dimensions très différentes. Ce mouvement voit dans la victoire de 1967, littéralement, la main de Dieu. Et à partir de cela, il y a un grand mouvement de colonisation des territoires occupés en 67 qui commence et dont le fer de lance est précisément ce mouvement, le national-judaïsme. En fait, aujourd'hui, je dirais que ce sont les sionistes les plus dévoués, les plus fervents, et parmi eux, on trouve également un petit groupe, ou des petits groupes, qui ont été arrêtés à partir des années 80 déjà, comme terroristes, qui voulaient faire sauter les mosquées à Jérusalem, qui en fait ont fait sauter plusieurs mers arabes dans les années 80. Donc c'est un problème aussi pour l'État d'Israël, d'avoir ce groupe qui est très motivé par leur version du judaïsme, qui effectivement est très différente, soit opposée parfois à la tradition juive rabbinique, à tel point que les services de sécurité israéliens ont même un département juif dans leur structure, parce qu'il faut s'en occuper également. La dernière chose qu'il faut dire, que ce mouvement-là, le national-judaïsme, est très conscient de leur caractère révolutionnaire. Il y en a certains intellectuels dans ce mouvement qui l'admettent volontiers. Ils disent « Nous sommes beaucoup plus osés dans notre transformation du judaïsme que toutes les réformes précédentes. » Et certains disent « Il nous faut un nouveau judaïsme, un judaïsme de la terre d'Israël qui, effectivement, va assumer la rupture avec le judaïsme rabbinique. » Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'histoire du mouvement sioniste et l'utilisation des traditions judaïques et des textes bibliques à des fins politiques. Parce que dans le cadre du national-judaïsme, vous voyez effectivement un rapport assez nouveau au texte. On organise des voyages pour les élèves avec la Bible dans la main et on cherche des lieux qui sont mentionnés dans la Bible. C'est vraiment une lecture protestante du texte. Mais c'est ce qui caractérise ce mouvement, qui, je répète, est très, très actif, qui était un peu découragé par le retrait de Gaza donc, en 2005, qui avait été aussi découragé par le retrait du Sinaï avant, mais qui tout de même reste, si on parle des sionistes engagés, peut-être le groupe le plus important en Israël d'aujourd'hui. Merci. Au revoir, merci.